Il arrive. Bien, bonjour à tous, pardonnez-moi pour ce léger retard. Alors, on va terminer aujourd'hui rapidement les objections au marxisme qu'on a vu la dernière fois. On va voir un peu plus rapidement qu'on a vu le marxisme, la seconde des grandes idéologies politiques, à savoir le libéralisme. Je vais vous présenter les bases générales du libéralisme aujourd'hui, puis on verra quelques objections la prochaine fois. Ensuite, j'ai changé un peu le programme. On va faire une petite pause dans la présentation des idéologies politiques. On en a deux autres grandes qui restent, à savoir le conservatisme et les théories de l'identité, qu'on va repousser pour un petit peu plus tard. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'ai peur d'être un peu répétitif avec ces idéologies. Je me dis, si on saupoudre, peut-être que ça vous réveillera un petit peu. Et on passera donc au premier problème qu'on va traiter, à savoir la question de la légitimité de l'État. Une autre raison de faire ça, c'est que vous verrez que c'est un problème qui est très souvent appuyé par les libéraux, introduit par les libéraux, et donc il y aura une transition naturelle entre le libéralisme et ce problème de la légitimité de l'État. Alors, je reviens rapidement sur ce qu'on a vu la dernière fois, un bref résumé. On s'est intéressé au marxisme, on a vu les différents arguments en faveur du marxisme, notamment vous vous souvenez l'argument central qui dit que l'exploitation est omniprésente dans une société capitaliste. Et puis on s'est intéressé la dernière fois aux objections principales aux marxistes. On a distingué trois types d'objections. Des objections qui ont trait au diagnostic de Marx, des objections qui ont trait aux solutions proposées par Marx, et puis il nous reste à voir rapidement les objections à la méthode de Marx. Les objections au diagnostic de Marx, je vous les rappelle brièvement. Vous vous souvenez, vous allez me les rappeler en fait. Quelle est l'objection théorique principale qu'on a vue au diagnostic de Marx, à savoir la manière dont lui conçoit les relations économiques? Lucas? Oui, on a vu les théories de la valeur marginaliste en opposition à la théorie de la valeur travail de Marx. Très bien. Qui accorde la valeur au bien en fonction du temps de travail que le travailleur a mis ou l'artisan a mis à les faire. On a vu qu'elles ont été rejetées assez rapidement à l'époque de Marx pour les théories marginalistes qui accordent les théories en fonction de l'intérêt que le consommateur il peut porter au bien ou de ses besoins, et puis avec plein de facteurs contextuels qui jouent sur la valeur du produit. C'est très bien. Donc la chose que vous devez retenir, et Lucas l'a très bien expliqué, c'est de dire il y a une grande difficulté pour la théorie marxiste, pour son constat de l'économie capitaliste, c'est qu'elle repose fondamentalement sur une conception économique de la valeur que Marx reprend de Smith et Ricardo, qui est la conception de la valeur travail. Or, cette conception, elle tombe très vite en désuétude, et rappelez-vous simplement ce que je vous ai dit la dernière fois sur le paradoxe de l'eau et du diamant. La raison pour laquelle Smith a été conduit à cette idée que la valeur économique d'une chose, c'est la quantité de travail qu'elle incorpore, c'est que Smith n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'eau coûtait moins cher que le diamant. Okay. Donc la première idée, c'est ce qui fait la valeur économique d'une chose, c'est à quel point on en a besoin. Or, l'eau coûte beaucoup moins cher que le diamant, donc Smith se dit ça doit être autre chose, valeur travail. Okay. Et puis Marx embraye tout à fait honnêtement d'ailleurs en disant je reprends cette thèse de Smith, je ne suis pas du tout d'accord avec Smith. Smith, on va le voir, Adam Smith c'était un libéral, Marx évidemment pas, mais il reprend cette thèse-là. Okay. Et arrive juste après Marx, les marginalistes qui disent non, en fait on peut bien comprendre la valeur de l'eau à l'aide des besoins, il faut juste introduire la notion d'utilité marginale. La raison pour laquelle l'eau est moins chère que le diamant, c'est pas le besoin qui fixe la valeur économique, c'est simplement qu'on a déjà beaucoup d'eau, on a déjà suffisamment bu, donc on n'a pas besoin d'une unité supplémentaire d'eau. Unité supplémentaire, c'est ça la notion clé du marginalisme. Bien, donc ça c'est l'objection théorique centrale au marxisme. On a vu certaines objections empiriques sur son constat. On est passé ensuite à certaines objections à ses solutions. Est-ce que vous vous souvenez quelles étaient les principales objections théoriques aux solutions préconisées par Marx, à savoir la propriété collective des moyens de production? Oui, Arnaud. Je ne sais plus comment on l'appelait, mais c'était l'histoire de la motivation. Uh-huh. Ça veut dire que si, par exemple, le fermier qui a son salaire assuré, il sera moins productif. Très bien. Donc on a deux objections qui ont trait à
l'inefficacité économique de la propriété collective des moyens de production. Une qui est celle que vous venez de mentionner, qui doit être la deuxième que j'ai présentée la dernière fois, qui est celle de dire, à partir du moment où vous n'avez pas de compétition, vous avez une diminution des incitations pour les agents économiques à produire plus, à mieux s'organiser, etc. Et puis, la deuxième objection à l'efficacité du communisme, de la propriété collective des moyens de production, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est, Lucie? Exactement, c'est l'objection du calcul économique, très bien, où on se dit, ben, il n'y a plus de visibilité, vous ne pouvez plus comparer le prix des différentes machines pour choisir la meilleure. Okay? Autrement dit, vous ne pouvez plus améliorer les méthodes de production. Vous ne pouvez plus vous dire comment est-ce qu'on fait pour produire mieux tel ou tel bien, et ça conduit à une production suboptimale. Et donc, vous savez, il y a un petit peu un débat entre... Il y a un large accord sur le fait que le communisme échoue en termes de quantité de production et de qualité de production. Okay, ça conduit à d'énormes pénuries ou surproduction dans d'autres domaines. Mais il y a un désaccord sur... Enfin, je dis large accord, c'est seulement large accord, hein, parce que, comme vous vous en doutez, il y a toujours des communistes qui pensent qu'il y a d'autres explications à l'échec du communisme que celle que je vous ai donnée là. Mais parmi ceux qui pensent que le communisme échoue et n'est pas efficace, il y a quand même un débat pour savoir est-ce qu'il n'est pas efficace en raison de la motivation ou est-ce qu'il n'est pas efficace en raison de ce que disait Lucie, à savoir ce problème du calcul économique. Hein. Et puis là-dessus, il reste des discussions. C'est les deux grandes explications qui ont été avancées à l'échec du communisme. Bien. Eh bien, c'est très bien. Vous avez bien compris tout ça. Alors, je voulais passer à la dernière chose maintenant, c'est que vous avez un ensemble d'objections au marxisme qui ont pu trait à la manière dont il diagnostique ce qui se passe sous un système capitaliste, qui ont pu trait non plus à la solution préconisée, à savoir la propriété collective des moyens de production, mais qui ont trait à la méthode ou à certaines options méthodologiques admises par Marx. Alors je vous l'ai dit brièvement, mais j'y reviens maintenant un petit peu dans les objections parce que ça a été quelque chose de très discuté. Marx est quelqu'un qui use et abuse de ce qu'on appelle des explications fonctionnelles. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'une explication fonctionnelle en sciences sociales? C'est une explication où vous expliquez l'émergence d'un phénomène social en fonction des conséquences de ce phénomène. Vous dites, ce truc existe parce qu'il a de bonnes conséquences. Or, vont dire, je vais vous donner un exemple dans un instant, disent les trois marxistes analytiques principaux, Elster, Cohen et Roemer, donc qui veulent sauver les intuitions de Marx, notamment sur l'exploitation, en redéfinissant l'exploitation, mais qui pensent qu'il y a tout un tas de choses qui vont néanmoins pas avec Marx, eux disent on ne peut pas expliquer le présent par le futur. On ne peut pas dire quelque chose existe parce que ça va être utile à l'avenir. Donc les explications fonctionnelles, disent Roemer, Elster et Cohen, elles peuvent permettre d'expliquer pourquoi un phénomène social continue d'exister, mais elles ne peuvent pas permettre d'expliquer sa première apparition. Et ça doit vous faire tilt quand vous entendez ça, parce que vous avez un type d'explication qui est parfaitement analogue dans le domaine de la biologie. Dans le domaine de la biologie, vous pouvez avoir l'apparition de tel ou tel trait qui va s'avérer être utile à l'avenir, et le fait que ce trait soit sélectionné, ça peut venir de sa fonction. Qu'est-ce qu'on entend par sélectionner? Ça veut dire le fait que ce trait va permettre à des individus ou à des espèces de survivre mieux, de survivre davantage que les autres espèces. Donc ça, on explique de cette manière-là la raison pour laquelle ce trait continue d'exister. Mais ça n'explique pas la première apparition de ce trait. D'accord ? Si vous êtes les premiers à avoir, je ne sais pas, dans la peau un capteur pour sentir la chaleur, c'est bien utile d'avoir des capteurs thermiques dans la peau, pas des capteurs, des récepteurs thermiques dans la peau, et c'est sans doute la raison pour laquelle ces récepteurs ont été sélectionnés. Ça vous permet de retirer votre main quand vous la posez dans le feu, par exemple, ce qui est assez pratique. Mais la raison pour laquelle ce truc est apparu la première fois, ça ne peut pas être son utilité dans la théorie darwinienne. D'accord ? Donc là, c'est une objection parfaitement analogue qu'avance Elster, Cohen, Roemer et d'autres à la théorie de Marx. Alors, je passe là-dessus, je vous donne juste deux exemples. Okay. Premier exemple, selon Marx, les innovations technologiques
sont dans l'intérêt du capital, car elles réduisent la demande du travail et donc diminuent les salaires. C'est pourquoi il y a des innovations. Donc vous êtes un capitaliste, vous vous dites, je vais remplacer les ouvriers par les machines. Et puis c'est utile, dit Marx, parce que si vous faites ça, le prix du travail va diminuer. L'armée de réserve industrielle, vous vous souvenez, plus il y a de personnes sur le marché du travail, plus les salaires diminuent. Et donc, ça va vous être utile. L'objection de Cohen et compagnie à cette stratégie-là, c'est de dire, ça peut expliquer pourquoi les capitalistes continuent d'introduire les machines, mais le premier qui introduit la machine, pourquoi est-ce qu'il le ferait? Il ne peut pas encore, lui, constater que le fait d'introduire une machine va diminuer les salaires. C'est quelque chose, c'est un effet inattendu de l'introduction des machines, dans l'optique de l'explication de Marx. Donc la raison pour laquelle les machines sont utiles aux capitalistes, c'est que, dans l'explication que donne Marx, c'est qu'il s'avère que les effets de l'introduction des machines influent les salaires à la baisse. Mais ces effets, vous ne pouvez pas les connaître. Le premier qui introduit des machines ne peut pas connaître ces effets. Donc ça, c'est une objection méthodologique générale à Marx de dire il a trop tendance à identifier la fonction d'un phénomène social et à dire la fonction de ce phénomène social, c'est la raison pour laquelle il a commencé à exister. Et ça, c'est ce qu'on considère souvent en sciences sociales comme une explication qui met la charrue avant les bœufs. Lucas. Oui, je voulais savoir est-ce que le problème se désagrège pas un petit peu si on introduit peut-être une fonction escomptée ou des conséquences escomptées quant aux innovations, par exemple, il y a des innovations qui ont été introduites pour faire certaines choses. Ouais. Après que les conséquences escomptées soient le cas ou pas, là on peut introduire ensuite, si les conséquences sont effectivement bonnes, alors on peut garder ça et puis garder l'explication de Marx, et si elles ne le sont pas, on peut expliquer pourquoi elles ont été mises de côté. Oui, c'est tout à fait juste, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est peu probable que les conséquences escomptées ici soient celles que mentionne Marx. D'accord ? Le premier capitaliste qui a remplacé un ouvrier par une machine, il n'a probablement pas fait le raisonnement de se dire tous les autres vont faire comme moi, ça va créer une armée de réserve industrielle, et grâce à ça, on va pouvoir... Vous voyez, ce type d'explication, elle est très peu plausible. Là, il y a une explication beaucoup plus simple de pourquoi on a intérêt à remplacer les ouvriers par des machines. C'est juste que c'est moins cher, directement. Il n'y a pas besoin, c'est pas de vouloir exercer une pression à la baisse sur les salaires, c'est de dire, l'un dans l'autre, la machine, ça demande un peu d'entretien, mais moins que le salaire de l'ouvrier, donc c'est pour ça que j'introduis là. Mais ce type d'explication-là, que je viens de vous donner, vous voyez que ça, c'est une explication, et là je fais le lien avec un autre point que j'ai mentionné la dernière fois, c'est une explication qu'on appelle microéconomique, qui fait appel à la rationalité individuelle des agents. Donc vous avez un capitaliste qui mesure ses coûts, qui dit moi je veux produire ça, quelle est la meilleure manière de panacher le travail et le capital pour produire ça. Et il prend la solution la moins chère, comme quand vous achetez, vous prenez la chose la moins chère en fonction de vos besoins. Ce type d'explication, on la trouve très peu chez Marx. On trouve très peu cette approche expliquer les phénomènes par la rationalité des agents, et c'est précisément ce que veulent faire nos trois, Elster, Cohen et Romer, de dire on voudrait réconcilier la théorie marxiste de l'exploitation avec ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, la théorie du choix rationnel ou l'économie un peu standard, si vous voulez. Ils essayent de rapprocher ces choses-là, d'éviter les explications fonctionnelles et d'avoir plus d'explications microéconomiques. Bien, alors ça c'est une objection courante aux marxistes. Je vous mentionne deux autres objections brièvement méthodologiques au marxisme avant de passer au libéralisme. Une objection que vous avez certainement souvent entendue, c'est qu'on reproche à Marx et aux marxistes le bullshit. Alors pardon pour l'anglais ici, mais c'est de dire en fait vous parlez de manière extrêmement confuse, on ne comprend pas, il y a il y a énormément de termes de jargon technique, il y a un style parfaitement impénétrable, et on se demande si à l'arrivée c'est pas vous qui êtes confus dans votre théorie elle-même. Alors on a beaucoup adressé cette théorie à des disciples de Marx, et c'est en particulier ce que font les marxistes analytiques qui disent nous on veut enfin une version, non seulement on veut éviter, comme je vous disais à l'instant, le fonctionnalisme chez Marx, le refus de l'individualisme méthodologique, mais on voudrait donner quelque chose de lisible et de clair, de parfaitement digeste. Quand je vous ai présenté l'argument de Marx sur l'exploitation, il était absolument limpide et beau, d'accord ?
c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Cohen, notamment, un marxiste analytique. On comprend très bien quand on présente comme ça. Mais si vous lisez Marx, et j'espère que vous avez essayé de lire un petit peu Marx, maintenant que je vous ai mis le livre 1 du Capital, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. Hein. Ça commence assez bien, le début du livre 1, et puis au bout d'un moment, c'est pas le style le plus accessible du monde. Alors quand on ne comprend pas, parfois c'est qu'on est bête, mais parfois c'est que les choses pourraient être dites plus simplement. Alors heureusement qu'il n'y a pas que Marx, il y a Engels, son acolyte, et Mécène, qui écrit beaucoup plus clairement que Marx et qui a beaucoup aidé à vulgariser sa théorie. Mais il y a un autre reproche qui est fait à Marx, en plus de sa confusion, qui justifie cette accusation de bullshit, c'est de dire il y a une ambiguïté sur le statut des textes de Marx qui se présentent comme des textes purement scientifiques, en tout cas pour le Capital, mais qui semblent être des textes militants qui sont tout autant dirigés vers la persuasion. Vous voyez que c'est deux activités très différentes. Soit vous cherchez à comprendre les choses, c'est ce qu'on est censé faire quand on fait des sciences de la philosophie, soit vous cherchez à changer les choses. Et là, vous êtes dans l'arène politique. Et une accusation qui pèse souvent sur Marx et les marxistes, c'est de dire choisissez votre métier, en fait. Vous pouvez faire de la politique si vous voulez, vous pouvez être chercheur si vous voulez, mais faire passer de la recherche pour de la politique, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous donne juste quelques exemples qu'on retrouve, qui illustrent un petit peu ça, dans des lettres que Marx écrit à Engels. Donc voici ce qu'il dit, notamment. Il dit « Si je faisais taire d'avance toutes ces objections, je ruinerais toute la méthode dialectique de développement. Au contraire, cette méthode a l'avantage de tendre continuellement des pièges à ces types qui les poussent à des démonstrations intempestives de leur stupidité. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Alors je ne sais pas si ma traduction est aussi limpide que l'original, c'est de dire j'aurais pu expliquer avant pourquoi les libéraux avaient tort, pourquoi les capitalistes avaient tort, mais en fait je ne leur dis pas, comme ça ils font des objections, et puis ils se ridiculisent, et ça permet de manifester à quel point ils sont stupides. Ce n'est pas vraiment la méthode qu'on vous encourage à adopter quand vous écrivez des textes, d'accord? En général, vous devez être aussi charitable que possible avec l'adversaire, et puis si vous voyez qu'il y a un problème avec l'adversaire, vous devez le dire le plus explicitement possible. Il n'y a pas ce genre de stratégie où vous cherchez à ridiculiser l'adversaire. Autre citation d'une lettre à Engels de 1857, un point différent, mais qui confirme un peu ces soupçons de bullshitting. Il est possible que je me rende ridicule au sujet d'une thèse qu'il a énoncée, mais dans ce cas, on peut toujours s'en sortir avec un peu de dialectique. Bien entendu, j'ai formulé ma proposition de manière à ce qu'elle soit valable dans les deux éventualités. Donc il écrit son truc en disant comme ça, si jamais on m'accuse, j'ai formulé la chose de manière ambiguë. C'est pas vraiment un saint épistémique qui écrit comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui écrit comme ça, c'est quelqu'un qui manifestement veut changer les choses, mais c'est plutôt, c'est pas exactement la manière dont on aime pratiquer les choses quand on fait des sciences. Quand on fait des sciences, on aime se rappeler cette belle citation de Williamson. Être précis, c'est faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible aux autres de montrer qu'on a tort. C'est ce qui demande du courage. Donc vous tendez pas des pièges à l'adversaire, vous mettez pas des thèses ambiguës de manière à ce que vous ayez raison dans un sens ou dans l'autre. Okay. Bien, donc ça c'est deuxième objection méthodologique contre Marx que je voulais brièvement vous mentionner, qui est une objection qui revient souvent. Et puis ça, alors pardon, je vous ai vu, certains d'entre vous ont déjà vu souvent ça, mais on avait quelqu'un avec nous qui venait de sciences politiques qui m'a demandé ce que c'était que le sophisme génétique, mais je ne crois pas qu'il est là aujourd'hui. Mais c'est aussi une accusation qui est souvent avancée contre Marx et les marxistes, qui est de commettre ce type de sophisme très courant dans les discussions politiques, à savoir le sophisme génétique. Qui c'est qui peut me dire ce que c'est que le sophisme génétique? Charlotte. C'est refuser ou accepter une idée ou une thèse selon son origine. Exactement. Hein, on dit qu'une thèse est fausse ou qu'elle est vraie, en fonction non pas du contenu de cette thèse, mais de qui l'a dit ou de quelles sont les raisons pour lesquelles on dit cette thèse. Donc vous avez au moins deux versions. Vous pouvez disqualifier une thèse parce que vous n'aimez pas son auteur, ou au contraire la considérer comme vraie parce que vous aimez son auteur. Vous savez, au Moyen-Âge, on disait souvent « Aristote l'a dit », donc c'est vrai. Ça, c'est une forme de sophisme génétique, mais souvent c'est négatif. Exemple de sophisme génétique négatif, c'est très mauvais d'être végétarien parce que Hitler était végétarien. Non, c'est pas une bonne raison de dire que c'est mauvais d'être végétarien. C'est pas peut-être que c'est mauvais d'être végétarien, mais en tout cas pas pour cette raison. Okay. Kim Jong-il était passionné de cognac, donc le cognac est très mauvais, la même chose. J'ai vérifié mes exemples, c'est des exemples vrais.
Les nazis ont les premiers tenté de montrer que le tabagisme était mauvais pour la santé, donc le tabagisme n'est pas mauvais pour la santé. Ah, si c'est des nazis, ils ont dû se tromper. Bah non, en l'occurrence, ils avaient raison là-dessus. C'est pas leur, enfin, pour autant qu'on sache. La logique aristotélicienne a été est valide parce qu'elle a été découverte par Aristote. Ça, c'est celui que je vous mentionnais à l'instant. Donc, première forme de sophisme génétique. Deuxième forme de sophisme génétique, vous disqualifiez une thèse non pas en vertu de... ou vous qualifiez une thèse, vous la tenez pour vraie non pas en vertu de la valeur de la personne qui soutient cette thèse, mais en vertu de l'idéologie ou de la disposition d'esprit qui peut conduire à soutenir cette thèse. Autrement dit, vous faites un procès d'intention, vous dites si vous dites ça, en général, c'est ce que disent les racistes, en général, c'est ce que disent, les sexistes, etc. Je donne des exemples comme ça. L'idée que les femmes ne sont pas discriminées naît du sexisme, donc les femmes sont discriminées. Là encore, non, peut-être que les femmes sont discriminées, mais certainement pas pour cette raison-là. La thèse selon laquelle il y a des différences d'intelligence entre les races a des origines racistes, donc il n'y a pas de différence d'intelligence entre les races. Peut-être qu'il n'y a pas de différence d'intelligence entre les races, mais encore une fois, il faudrait mieux que ce ne soit pas pour cette raison-là, parce que c'est une très mauvaise raison. La thèse selon laquelle il est impossible de changer de sexe est motivée par la transphobie, donc il est possible de changer de sexe, même problème. La thèse selon laquelle il est possible de changer de sexe est motivée par le wokisme, donc il est impossible de changer de sexe. Je vous ai mis exprès des exemples un peu sur des sujets controversés, parce que, souvenez-vous des questions des disputes politiques. En matière de disputes politiques, vous avez ça tout le temps. Okay, vous essayez d'avoir un débat raisonné, argumenté, et puis tout le temps, vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, mais tu dis ça parce que tu es communiste, tu dis ça parce que tu es sexiste, tu dis ça parce que tu es conservateur. » Ce n'est pas des arguments, d'accord ? Le fait d'identifier les causes qui poussent quelqu'un à énoncer une thèse, ces causes peuvent être très mauvaises, vous pouvez ne pas les aimer, ou on peut les aimer, mais ça ne vous dit absolument pas si la thèse est vraie. Hein. Comme je dis toujours, si Hitler dit 2 plus 2 égale 4, ben Hitler a raison. On ne va pas dire 2 plus 2 égale 4 est faux parce que c'est Hitler qui l'a dit. Okay, bien. Alors pourquoi je vous dis ça ? Donc gardez toujours ce risque. Enfin, c'est facile de se moquer du sophisme génétique, mais souvenez-vous ce que je vous ai dit sur l'avocat du diable. En fait, on le fait souvent soi-même. Hein. Les erreurs de raisonnement, elles sont faciles à identifier, mais elles sont beaucoup plus dures à éviter. Hein. C'est très naturellement qu'on est conduit à faire ce genre de mauvais arguments. Voici ce que dit Marx, et ça c'est un trait récurrent du marxisme. Là, il parle c'est dans le manifeste du Parti communiste, donc c'est un des textes les plus militants de Marx et Engels, que je vous ai mis en ligne aussi. Une accusation récurrente aux marxistes. Je vous lis juste le passage en gras. Vos idées résultent elles-mêmes du régime bourgeois de production et de propriété, comme votre droit n'est que la volonté de votre classe érigée en loi, volonté dont le contenu est déterminé par des conditions matérielles de l'existence de votre classe. Autrement dit, qu'est-ce que fait Marx là ? Il dit toute ce qu'il appelle la superstructure, l'idéologie capitaliste, il y a des droits, il y a de la propriété, etc. Tout ça c'est faux parce que ça vient du fait que c'est destiné à justifier a posteriori l'intérêt des bourgeois, hein, l'intérêt des capitalistes. Peut-être que c'est faux, mais le fait que ça serve l'intérêt des capitalistes, en soi, ça ne montre pas que c'est faux. Ça pourrait être vrai, même si c'est soutenu pour de mauvaises raisons. D'où tu parles, camarade, ce qu'on disait sur les barricades en 68, c'est un exemple parfait de syllogisme, de sophisme génétique, d'accord ? Avant de savoir, d'évaluer la thèse de la personne qui parle, on lui demande d'où elle parle, quelle est sa compétence, quel est son droit. Donc nous, on est des philosophes, on ne fait pas ce genre de choses, on ne dit pas d'où tu parles, on regarde ce que la personne dit et on évalue uniquement ce que la personne dit. Que la personne qui parle soit jaune, blanche, homme, femme, extraterrestre, tout ce qu'on veut, qu'elle souscrive à des thèses absurdes ou pas absurdes. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que dit la personne, et c'est la thèse qu'on cherche à évaluer, et non pas les raisons ou les personnes qui évaluent les thèses en question. Bien, je conclue là-dessus sur les critiques de Marx. Donc on a vu les critiques sur le diagnostic, critiques sur les recommandations, et puis critiques méthodologiques, 3 critiques méthodologiques, le fonctionnalisme, le bullshit et le sophisme génétique, qui sont des critiques communément soulevées contre le marxisme en général. Et on passe maintenant, suspense, ah non, socialisme. Ah ben, j'ai pas adapté mon petit truc. Au libéralisme, en fait. Pardon, j'ai triché. J'ai pas mis la roue. Je n'ai pas mis arrêté au bon endroit. À moins que vous ayez des questions sur le marxisme. Alors, non, pardon, il faut quand même que je vous dise une dernière chose. Je vous ai annoncé précédemment qu'on allait parler du socialisme.
Je vous ai donné une longue liste des penseurs socialistes, mais on a parlé principalement du marxisme. D'accord. Et ça, c'est dû au fait que dans cette grande idéologie politique qui s'appelle le socialisme, Marx occupe une place absolument centrale et dominante. D'accord. Mais il y a des formes de socialisme qui ne sont pas marxistes. Hein. Donc gardez ça en tête et revenez à la longue liste que je vous ai donnée précédemment. Il y a des formes de socialisme qui ne suivent pas Marx, en tout cas pas sur tous les points, les socialistes utopistes dont je vous ai mentionné. Donc j'ai un peu mis le socialiste dans un entonnoir en prenant la version qu'en donne Marx. En réalité, il y a des versions un peu différentes. On étudiera d'autres versions qui cherchent à combiner libéralisme et socialisme, notamment un peu plus tard, à la fin du semestre, quand on abordera en particulier John Rawls et d'autres auteurs de ce type. Je ferme cette petite parenthèse. Est-ce que vous avez des questions sur Marx ou tout est clair? Ça va? Bien. Alors, le libéralisme, on change complètement de chapitre ici. Enfin, complètement, on verra que c'est pas... Il y a certains liens entre Marx et les libéraux qui ne sont pas que des liens d'opposition, mais ça j'y reviendrai à la fin de ces cours sur les idéologies politiques. Quelques grands noms des libéraux, j'ai divisé... Oh pardon, j'ai mon Dunoyer qui est resté tout seul là-bas. J'ai divisé les libéraux en deux grandes classes, ceux qu'on appelle les libéraux classiques et les minarchistes. J'ai mis ça tous ensemble, vous verrez parfois ces appellations dans la littérature. Les libéraux classiques, ce sont les libéraux qui sont pour un État minimal. Ils sont d'accord pour qu'il y ait de l'État, mais ils pensent que la place de l'État, en particulier la place de l'État dans l'économie et en matière sociale, doit être réduite à sa portion congrue. Typiquement, les libéraux classiques pensent que l'État doit se limiter à des fonctions qu'on appelle régaliennes. Donc les fonctions qu'on appelle régaliennes, c'est l'ordre, la justice et la protection des frontières. D'accord ? Donc, il peut y avoir une police d'État, il peut y avoir un appareil judiciaire d'État, une armée, mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir une intervention étatique. Donc vous voyez que là, vous avez une opposition d'emblée, une intervention étatique légitime. Vous avez une opposition d'emblée, évidemment, avec le socialisme qui vous dit que l'État doit posséder les moyens de production. Aucun libéral va vous dire que l'État doit posséder les moyens de production. Alors, parmi tous ces libéraux, moi, je vous ai mis... ok, donc ça c'est le premier type de libéraux. Et puis vous avez un autre type de libéraux, de penseurs libéraux qui vont encore plus loin, qu'on appelle les anarcho-capitalistes, qui pensent qu'il ne faut pas d'État du tout. D'accord ? Donc c'est des anarchistes, hein, comme on a vu Proudhon. Mais ce qui différencie ces anarchistes-là des anarchistes qu'on appelle de gauche, c'est le fait qu'eux pensent que dans l'anarchie en absence d'État, il reste la propriété privée et les droits naturels des individus à posséder ce qui est à eux. Et ils pensent que c'est la meilleure façon, l'anarchie, de défendre les droits des différents individus. Alors, je vous lis la liste des libéraux classiques. Locke, qu'on a étudié, je vais en dire deux mots récemment, mais il est considéré comme le père fondateur du libéralisme. Condillac, un philosophe empiriste français dont vous avez entendu parler et qui défend la liberté, y compris la liberté de commerce avec conviction. Adam Smith. Kant, c'est peut-être le premier à dire aussi clairement que, et on l'a vu aussi au premier semestre, qu'il n'appartient pas au rôle de l'État de défendre une conception du bien. D'accord ? Donc l'État n'est pas là pour défendre certaines valeurs substantielles, c'est aux individus de défendre ce qu'ils considèrent être bon. L'État doit être neutre, ce qu'on appelle parfois la neutralité libérale. L'État ne doit pas prendre une option pour une conception du bien plutôt que d'une autre. Donc l'État ne doit pas vous imposer une religion, par exemple. L'État ne doit pas vous imposer de manger de la viande, mais il ne doit pas vous imposer non plus d'être végétarien. Enfin, tous les choix qui relèvent de vos convictions personnelles ne sont pas des choix sur lesquels l'État devrait avoir quelque chose à dire. Destutt Tracy, un élève de Condillac qui pousse avant ses convictions économiques libérales et politiques libérales. Benjamin Constant, franco-suisse, on en parlera un peu pour ceux qui suivent le cours sur les 13 auteurs et controverses, 13 grands philosophes et controverses. Constant, il a cette citation célèbre que vous connaissez, j'aurais dû m'en souvenir avant de vous la dire. À chaque fois que je vais la dire, elle me quitte.
Eh bien, elle ne me revient pas. Je vieillis. L'idée de Constance, c'est qui appuie l'idée de Kant, c'est de dire l'État ne doit pas nous imposer une conception du bonheur. Donc, elle dit quelque chose comme ça, comme que l'État nous laisse libre d'agir, nous nous occuperons d'être heureux. Okay, c'est à nous de décider de notre conception du bonheur, c'est pas à l'État d'imposer une conception du bonheur à tous. Jean-Baptiste Say, économiste et philosophe français. Wilhelm von Humboldt, philosophe allemand qui a écrit un livre important sur les limites de l'action de l'État. Frédéric Bastien, un parlementaire et philosophe français. Alexis de Tocqueville. John Stuart Mill, dont on va parler abondamment. Herbert Spencer, Karl Popper, qui est connu, qui est un philosophe autrichien, également connu pour d'autres en épistémologie. Isaiah Berlin, qu'on va rediscuter brièvement aujourd'hui. Milton Friedman, prix Nobel d'économie. James Buchanan, lui aussi. Robert Nozick, philosophe. Il y a l'école autrichienne dont on a parlé. Baumbawerk, pas von Bawerk, pardon, c'est n'importe quoi, il faut que je corrige ça. Karl Menger, Baumbawerk, Friedrich Hayek et Ludwig von Mises. Laissez-moi corriger tout de suite le Baumbawerk qui me fait mal aux yeux. Baumbawerk. Et puis du côté des anarcho-capitalistes, un précurseur, c'était Gustave de Molinari. David Friedman, le fils de Milton Friedman. Murray Rothbard, qui est un des grandes figures, qui appartient aussi à l'école autrichienne, mais qui pousse encore plus avant ses principes. Et deux philosophes contemporains, économistes contemporains, Humer et Kaplan, dont je vous recommande la lecture, qui sont très intéressants, clairs. Je crois que je vous ai mis quelques sources après. Oui, voilà. Donc, on se souvient toujours du conseil de Mill. Vous devez apprendre les différentes idéologies politiques de la bouche de ceux qui les défendent. Donc, si vous voulez comprendre Marx, vous pouvez écouter les marxistes. Si vous voulez comprendre le libéralisme, vous pouvez écouter les libéraux. Alors, je vous ai mis quelques sources en français. Il y en a beaucoup d'autres. Mais des sources que je trouve bien, vous avez une version de Wikipédia, Wikibéral, qui est clairement, qui défend le libéralisme et qui présente les principaux thèses, auteurs, concepts du libéralisme. Vous avez ce livre par Daniel Tour, qui est à la fois très drôle, très bien fait et très précis, Pulp Libéralisme, que je vous conseille vivement. Je ne sais pas s'il est à la bibliothèque, mais c'est un plaisir à lire. C'est pédagogique et très informé. En anglais, vous avez les deux dont je viens de vous parler, Kaplan et Humer. Alors ils s'entendent très bien, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, mais ça fait partie des choses que vous aurez peut-être plaisir à lire parce que c'est souvent des postes assez courts, très suggestifs, des thèses souvent fortes, mais très bien argumentées. Humer, il était intervenu dans un séminaire ici il y a quelques années. Lui, il est très intéressant. C'est un philosophe anarcho-capitaliste qui collectionne les pistolets, ai-je appris chez lui, donc anarcho-capitaliste à l'américaine. Okay, d'un autre côté, il est vegan, il est réaliste sur les valeurs, intuitionniste. Enfin, c'est un profil tout à fait atypique et quelqu'un qui argumente et fait de la très bonne philosophie, qu'on soit d'accord ou non. Donc, je vous conseille son blog. Ça, si vous voulez vous introduire au libéralisme et à la théorie économique qui a fondé un grand nombre des principes du libéralisme, je vous conseille vivement ce site-là par deux grands économistes, Tyler Cowen et Alex Tabarrok. Vous avez des petites vidéos d'introduction à l'économie, la microéconomie, la macroéconomie, c'est très bien. Et puis cette vidéo-là, vous pouvez la regarder pour vous endormir. Les libéraux l'adorent. C'est un texte classique de Leonard Read où il explique l'idée de la main invisible d'Adam Smith. Quelqu'un sait ce que c'est que l'idée de la main invisible d'Adam Smith? Comment? Peut-être, c'est pas l'idée que le marché en soi-même, il va recouper toutes ces façons sociales soi-même, sans qu'il y ait besoin effectivement de l'État qui s'occupe de cette chose-là. Oui, c'est pas mal. Quelqu'un veut préciser? Main invisible? Donc l'idée de Smith, c'est que si vous laissez faire le marché, laissez faire, c'est une expression qui va avec les libéraux, si vous laissez faire le marché, les différents acteurs vont se coordonner par eux-mêmes, comme par magie,
Adam Smith dit « as if led by an invisible hand », comme si elles étaient guidées par une main invisible. Okay, si vous regardez le marché se mettre en place, vous avez l'impression qu'il y a un grand Dieu derrière ça qui met chacun à sa place pour que chacun remplisse sa fonction, alors qu'en fait, personne n'a fait ça. Okay. Et l'exemple de iPencil, c'est l'exemple de la coordination spontanée qui se met en place juste pour construire un crayon de papier. D'accord ? Vous avez un crayon de papier, puis là on se dit comment est-ce qu'on fait pour construire un crayon de papier ? Il faut qu'il y ait des gens qui exploitent du bois, il faut qu'il y ait des gens qui exploitent du carbone, il faut qu'il y ait des gens qui construisent des machines pour exploiter le bois, des gens qui construisent des machines pour exploiter le carbone, il faut qu'il y ait l'inventeur qui ait l'idée de mettre le carbone au milieu du bois, il faut qu'ensuite on taille le carbone de la bonne taille pour enfiler la mine dans le bois. Enfin, il y a un nombre d'acteurs gigantesques. Si vous prenez n'importe quel petit artefact comme un crayon de papier qui doivent être coordonnés pour aboutir à cette production, or cette coordination, elle s'est faite toute seule. Il n'y a personne qui a dessiné, il n'y a pas Giacomo qui est arrivé et qui a dit hey, toi tu prends le bois, toi tu prends le carbone, vous mettez ça. Ça se fait par le jeu de l'offre et de la demande. Et ça va être un argument central des libéraux de dire il faut, quand on regarde le marché, on peut vite avoir l'impression que les choses ont été dessinées intentionnellement par quelqu'un. Et donc se dire, il faut qu'on prenne en charge le marché, il faut qu'on continue à le guider. C'est un peu la même illusion qu'on a quand on regarde la nature, disent les libéraux. Si vous regardez la nature, vous vous dites, oh là là, c'est tellement bien fait qu'il doit y avoir quelqu'un qui a dessiné tout ça. Hein. Et puis évidemment, arrive Darwin qui dit, ben non, c'est pas il n'y a pas besoin d'un dieu pour arriver à ce résultat-là. Les libéraux ont un argument parfaitement analogue au sujet du marché. Il n'y a pas besoin d'un planificateur pour faire en sorte que les différents domaines de l'économie se coordonnent. Alors voilà juste quelques sources sur le libéralisme. Et la première chose qu'il faut préciser un petit peu quand on parle de libéralisme, c'est dans quel sens on utilise le terme. Vous avez peut-être rencontré pendant vos lectures la différence entre ceux qui se disent libéraux et ceux qui se disent libertariens. Est-ce que vous voyez en quoi peut consister la différence? S'il y a une différence là-dessus, est-ce que ça évoque quelque chose, Jean? Juste une question, libertarien, c'est équivalent à libertaire? Non, pas du tout, je pense. Alors non, libertarien, c'est pas libertaire, parce que quand on utilise en français libertaire, oui, c'est plutôt anarchiste de gauche, souvent. Hein, il y a beaucoup de gens à gauche qui se disent libertaires, mais ils ne se diraient pas libertariens. Donc libertaire, c'est plutôt mai 68, c'est Cohn-Bendit, le côté liberté sociale, hein, mais en général, elles ne vont pas de pair avec les libertés économiques. Et avec une défense de la propriété privée très forte, tandis que les libertariens, si. Autres idées pour libertarien, Giacomo? Dans les sens communs, ce que j'écoute souvent, voilà, le libertarien, c'est comme un libéral très très convaincu. C'est à l'extrême du libéralisme. Ouais. Alors c'est une manière de voir les choses. Souvent quand on dit libertarien, quand vous lisez de la presse francophone aujourd'hui, vous lisez libertarien, en général c'est adossé à ultra-turbo-libéral, capitalisme débridé, etc. C'est pour insister sur le fait que c'est très radical. Alors en réalité c'est pas vraiment ça, même si c'est vrai que c'est la connotation que ça a pris, c'est pas exactement ça l'origine du terme. Il s'est passé avec le terme libéral quelque chose qui nous embête, parce que le terme a pris deux sens. Vous avez un sens européen, qui est le sens qu'on va retenir, où libéralisme, ça qualifie les personnes que je vous ai mises sur la diapo, pas celle d'avant, mais celle encore d'avant, en gros une position qu'on va détailler, qui est à la fois opposée au conservatisme et au socialisme, et qui défend un État minimal ou inexistant. Okay, ça c'est le sens ordinaire libéral d'européen. Et puis, aux États-Unis, libéral est devenu un terme qu'on emploie pour qualifier une forme de gauche modérée. La gauche qui accepte en partie l'économie de marché, mais une économie de marché très encadrée et qui promeut des politiques sociales assez affirmées, ce que refuseraient les libéraux au sens européen. D'accord ? Donc, aux États-Unis, libéraux, ça s'oppose à conservateurs ou à républicains, mais il n'y a pas la même opposition avec socialistes. C'est plutôt un pas qu'on fait quand on est libéral aux États-Unis vers le socialisme, et en insistant sur un certain nombre de libertés, mais qui ne sont typiquement pas des libertés économiques,
droit à l'avortement, mariage homosexuel, etc. Mais sur les questions économiques, on a un libéral aux États-Unis sur les questions économiques aura des positions beaucoup plus interventionnistes. Il sera en particulier pour des politiques de santé publique, pour des politiques d'éducation publique et pour un certain nombre d'autres politiques sociales qui fonctionnent par la contrainte de l'État, ce que refuseraient évidemment les libéraux dans le sens européen. Pardon, tout ça est embrouillé, mais ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'histoire du terme, d'accord? Donc il y a libéral dans le sens européen, très peu ou pas d'État. Il y a libéral dans le sens américain, ah non, non, nous, on veut quand même de l'État dans le domaine économique, même si on veut du marché, mais on veut quand même une intervention forte de l'État sur le marché, mais on est plutôt à gauche, on pense que l'État doit compenser les mécanismes du marché. Alors évidemment, si vous êtes aux États-Unis, et que vous voulez être un libéral, ben vous êtes embêté avec ce terme, parce que maintenant vous dites libéral, puis les gens disent « Ah, mais oui, toi, tu es pour des politiques de santé, tu es pour des politiques d'éducation. » Puis « Ah non, non, moi pas du tout, je suis un libéral dans le sens où l'État doit juste s'occuper de la police et de l'appareil judiciaire. Je veux surtout pas de ça. » Donc les libéraux ils ont dû fuir l'appellation et ils se sont rebaptisés libertariens. D'accord ? Donc libertarien, c'est le terme qui a été introduit suite à cette forme de dévoiement du terme libéral, hein, et c'est juste, dévoiement, je n'utilise pas ça dans un sens négatif pour l'idéologie qui est mentionnée ici, mais c'est le terme lui-même qui a été dévoyé. Hein. Au départ, libéral, ça voulait vraiment dire libéral dans le sens européen, mais une fois que le terme a été confisqué par une position modérée entre le socialisme et le libéralisme, eh ben, les vrais libéraux originaux se sont rebaptisés libertariens. En deux mots, c'est ce qui s'est passé. Nous, on est en Europe, donc on va parler comme les Européens. On va utiliser libéral et libéralisme pour désigner en première approximation, mais on va préciser tout ça, la doctrine qui souligne l'importance de la liberté de l'individu et qui entend par suite restreindre l'intervention de l'État, aussi bien dans le domaine économique que dans celui des mœurs. Okay. Donc autrement dit, c'est ce qu'on appelle le libertarisme outre-Atlantique. D'accord ? Donc libéral, c'est position qui veut très peu ou pas du tout d'État. Et très peu d'État, ça veut dire l'État ne s'occupe pas de l'économie, il s'occupe au mieux de questions qui ont trait à l'ordre et à la justice. Et éventuellement à la défense des frontières. Alors ça, c'était le premier petit point que je voulais faire avant qu'on fasse une petite pause sur l'appellation libérale. Et puis, vous avez sans doute rencontré, puis en fait on vient de le voir en filigrane avec la diapo précédente, vous avez des gens qui parlent beaucoup de libéraux de gauche ou de libéraux conservateurs. Et vous avez effectivement des auteurs qui sont libéraux de gauche, plutôt de gauche, comme Rawls ou Amartya Sen, un économiste et philosophe qui a donné des idées intéressantes sur l'importance d'accéder aux capacités, notamment de faire ce qu'on veut faire. Et puis vous avez des libéraux qui prennent un tour conservateur, comme Burke, qui est considéré comme le fondateur du libéralisme, ou Taine, Hippolyte Taine en France, qui est aussi dans cette lignée-là, qui s'oppose à d'autres conservateurs nettement moins libéraux. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Je veux juste vous rappeler ici notre beau triangle de Hayek. Nous, on appelle libéraux ceux qui sont vraiment en haut, ici. Hein. Autrement dit, les libéraux purs. C'est important d'avoir cette définition pure des trois théories, ici, hein, un socialisme assez pur, un conservatisme assez pur et un libéralisme assez pur, parce qu'une fois que vous avez défini ces positions cardinales, vous pouvez ensuite placer différentes positions. Donc là, je vous ai parlé des libéraux de droite ou des libéraux conservateurs, c'est typiquement les libéraux qui vont faire un pas vers le conservatisme, ici. Alors, on peut dire qu'il y a des libéraux conservateurs, ils partent du libéralisme, ils font des concessions au conservatisme. Tocqueville et Hayek sont de ce type-là. Vous avez des conservateurs libéraux qui partent du conservatisme, mais qui vont insister sur un certain nombre de valeurs libérales. Burke, Scruton aujourd'hui, Taine avant. Précédemment, j'aurais dû mettre Taine, Scruton, parce que Taine, c'est bien avant. Et puis, de la même façon, du côté gauche, cette fois, vous avez des personnes qui partent d'un libéralisme assez pur, mais qui vont faire des concessions au socialisme, à des questions sociales. On va voir que c'est le cas de Rawls. Hein. Vous avez beaucoup de libéraux au sens strict qui sont agacés par Rawls parce qu'ils disent qu'il a trahi la cause libérale, mais ce que veut faire Rawls, c'est maintenir les principes fondamentaux du libéralisme en introduisant un certain nombre de contraintes qui ont trait à la justice sociale ou à l'égalité. Et puis vous avez des gens qui vont encore plus vers le socialisme. Vous avez l'égalitariste libéral de Dworkin qui veut absolument égaliser
avoir une égalité des chances réelle, on va y revenir, et puis vous avez d'autres formes d'égalitarisme des chances encore plus forts, des marxistes analytiques, donc qui se rapprochent du socialisme pur et dur. Donc c'était juste un petit point de rappel sur notre triangle hayekien, triangle des idéologies politiques. On cherche, nous, à définir ces idéologies politiques les plus pures, les plus radicales en un sens, hein, mais perdez pas de vue qu'il y a toujours des positions intermédiaires qui se développent ensuite, mais on peut les comprendre que si on a bien compris ces trois idéologies-là, puis on rajoutera la quatrième un petit peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Eh bien, écoutez, faisons une petite pause maintenant. On reprend à écart en rentrant un peu plus dans les détails du libéralisme.